2 février 1955 Table des séances. Valabrega. Lacan. Je voudrais quand même faire quelques remarques sur la réunion d'hier soir. L'observation de Lefebvre-Pontalis. Remarquant qu'il faudrait se discipliner sur le stade du miroir, qui s'adresse à vous tout, en effet à mon assentiment. En ceci qu'il ne faudrait pas en faire un usage abusif. Le stade du miroir n'est pas le mot magique et même il commence à chatouiller ce besoin de renouvellement qui n'est pas toujours le meilleur du point de vue progrès. Il faut savoir revenir sur les choses. Ce n'est pas tellement de le répéter qui est ennuyeux, c'est de mal s'en servir. Mais on peut donner une bonne note à Lang, il ne s'en est pas mal servi du tout. Il s'est moins bien servi de ce qui est, en somme, une toute nouvelle forme de la façon de comprendre une articulation, le miroir concave. Le stade du miroir date déjà un peu, il a une vingtaine d'années 1936. Il y a quelque chance qu'il ne corresponde plus tout à fait dans sa forme stricte à ce qu'il paraît souhaitable de comprendre. S'adressant à Lefebvre-Pontalis, voilà l'insurgé. Je vous assure que dans cette question des psychoses, et spécialement des psychoses de l'enfant, dans la façon de poser les problèmes, il y a quelque chose dont vous, Lefebvre-Pontalis, pouvez ne pas avoir la moindre idée. À savoir à quel point ce diagnostic est discuté et discutable. Et même, d'une certaine façon, on ne sait pas si l'on fait bien d'employer le même mot pour les psychoses chez l'enfant et les psychoses chez l'adulte. Nous sommes arrivés à employer le même mot mais pendant des décades on se refusait à penser qu'il pût y avoir chez l'enfant de véritables psychoses. C'était autre chose, on cherchait à le rattacher à quelques conditions organiques. La psychose comme telle, en tant que structurée, chez l'adulte, nous ne la retrouvons pas du tout structurée. De la même façon chez l'enfant. Si nous parlons légitimement de psychose, c'est en tant qu'analyste, en tant que nous pouvons faire un pas de plus que les autres dans la conception de la psychose. Je dois dire que comme sur ce point nous n'avons pas encore du tout de doctrine, je dirais, même pas dans notre groupe, mais ça a peut-être beaucoup d'intérêt. Andrieux en a une, mais ce n'est sûrement pas la nôtre. Lang était dans une situation difficile, parce qu'en fin de compte ne croyez pas que nous ayons comme ça une espèce de doctrine, de main courante, dans l'analyse de la psychose. Déjà sur la psychose de l'adulte, a fortiori sur celle de l'enfant, la plus grande confusion règne encore. Ce qui fait que le travail de Lang m'a paru bien situé. Il essaie de faire quelque chose qui est tout à fait indispensable en matière de compréhension analytique, et spécialement quand on s'avance dans les frontières, à savoir prendre un certain recul, une certaine distance. Car s'il y a deux dangers dans tout ce qui est de l'appréhension de notre domaine clinique. Le premier est évidemment conditionné par toute l'éducation, ce qu'on apprend aux enfants c'est que c'est très vilain d'être curieux, et cela va à l'encontre d'une certaine formation. Dans l'ensemble, nous ne sommes pas curieux. Il n'est pas facile de provoquer ce sentiment d'une façon automatique. Il est plus facile de se mettre en garde contre autre chose, qui est de comprendre, nous comprenons toujours trop. Et spécialement dans l'analyse nous croyons toujours comprendre. Dans quelques cas, c'est à juste titre. Mais la plupart du temps nous nous trompons. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire ? Qu'on peut faire une bonne thérapeutique analytique si on est intuitif, doué. Si on a la communication, le contact, et l'espèce de somme diffuse, de clés, tout ce qui nous sert, ou plus exactement, recouvre le génie que chacun peut déployer dans la relation interpersonnelle et justement spécialement avec l'enfant. Le recours d'une façon approximative, d'ailleurs à partir du moment où on n'exige pas de soi une extrême rigueur conceptuelle, on n'a qu'à changer d'instrument, on trouve toujours moyen de comprendre. Le danger est que ceci nous laisse absolument sans boussole, à savoir qu'on ne sait ni d'où on part, ni où on cherche à aller. C'est dans ces premiers balbutiements dans le sens d'un repérage. 88. À quoi a-t-on affaire dans la psychose ? La psychose de l'enfant, c'est très intéressant, ça peut même nous éclairer.
par contre-coup sur ce que nous devons penser de la psychose de l'adulte et donner en tout cas un élément. C'est ce qu'a cherché à faire Lang. Il l'a très bien fait. Il a marqué avec beaucoup de tact les incohérences, écarts ou béances, des systèmes de Mélanie Klein et d'Anna Freud. Au bénéfice en fin de compte plutôt de Mélanie Klein, car à la vérité le système d'Anna Freud est à proprement parler. Du point de vue analytique, dans une impasse. Il a fait des remarques extrêmement justes. Ce qu'il a dit sur la régression, je l'ai beaucoup aimé. Il a signalé que c'était un symbole, que l'usage du terme de régression comme d'un mécanisme, quelque chose qui se passerait dans la réalité, est vraiment une illusion. Pour le coup, un terme dont vous savez que je n'aime pas user à tort et à travers, c'est celui de pensée magique, mais c'est bien là quelque chose qui ressemble, non pas à une pensée magique mais de magicien. Car voyons-nous jamais quelqu'un, un adulte, vraiment régresser, revenir à l'état de petit enfant, se mettre à vagir? On croirait que la régression est quelque chose qui existe. Comme le faisait remarquer Lang, c'est un symptôme qui doit être interprété comme tel. Il y a régression sur le plan de la signification, et rien d'autre. Chez l'enfant, c'est suffisamment démontré par cette simple remarque que l'enfant n'a pas beaucoup de recul pour régresser. Nous devons donc l'interpréter comme autre chose que dans le plan de la réalité. Il y a une remarque que je voudrais dégager, à propos d'une note que je relisais dans la science des rêves, dont nous allons nous occuper ces temps-ci, à propos des processus et mécanismes de la psychologie du rêve. Il y a une remarque en note 6. Citation de Jackson, importante pour les troubles des psychoses spécialement. Cette remarque fait partie de la même imprécision que je suis en train de viser dans mes propos. Trouvez la nature du rêve, et vous aurez trouvé tout ce que l'on peut savoir, Abu Insanity, sur la démence et sur la folie. Eh bien, c'est faux. Cela n'a rien à faire. Mettez-vous ça d'abord dans la tête. Naturellement que ça manie les mêmes éléments, qu'on peut retrouver des symboles dans les deux, des analogies. Par rapport au niveau de conscience, c'est justement la perspective dans laquelle nous ne nous plaçons pas. Car justement toute la question est là, pourquoi un rêve n'est pas une folie? Et inversement, s'il y a quelque chose d'important à définir dans la folie, c'est justement parce que l'ensemble du mécanisme majeur, déterminant, de la folie, n'est absolument pas celui qui se passe chaque nuit dans le rêve. Il ne faut pas croire que ce soit venu là d'une façon qui doit être mise entièrement à l'actif de Freud. L'édition française est incomplète, elle ne signale pas que c'est une espèce de bon point donné à Monsieur Ernest Jones VII, qui a trouvé bon un jour de faire ce rapprochement qu'il pensait sans doute apte à rattacher la tradition analytique à ce qui était bien vu déjà en Angleterre. Rendons à Jones ce qui est à Jones, et à Freud ce qui est à Freud. Et partez bien de l'idée que justement ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut voir les choses et que le problème du rêve laisse entièrement ouverts tous les problèmes économiques de la psychose. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Mais ça me paraît très important de le souligner. C'est une amorce lancée vers l'avenir, vers ce que nous pourrons être amenés à commencer de dire cette année. Au sujet de la psychose, l'année prochaine, il faudra que nous nous en occupions. Nous allons reprendre notre propos de la dernière fois, à savoir la référence au texte de Freud que nous avons commencé d'opérer avec Anzieux. J'ai chargé Monsieur Valabrega de reprendre la suite, de reprendre les choses au point où vous les avez laissées pour nous introduire au schéma économique que Freud donne du psychisme, de l'appareil psychique en tant que tel. Il s'agit de voir à travers son œuvre, c'est-à-dire les étapes suivantes, les ébauches d'une psychologie générale, telle que nous l'avons à la suite des lettres de Fliess, et qu'Anzieux a commencé d'éclairer la dernière fois. Je vais vous faire un schéma au tableau, de façon à ce que vous reteniez quelque chose qui est nécessaire, que vous puissiez vous y rapporter, saisir le mouvement de ce qui est exploré ici. Dans le cas présent, c'est légitime, car vous allez voir ce que ça va nous permettre de vous donner.
vous allez voir un même schéma que je vais essayer de faire à chaque fois. À la fois comparable, c'est-à-dire ressemblant dans sa structure et justement différent en ce qu'il s'y marque de progrès. Si Sigmund Freud, l'interprétation des rêves, PUF 1967, ch. 7, p. 484, ou nouvelle traduction PUF 2003, p. 624. John Huglin Jackson, 1835 à 1911, avait déclaré « Trouvez l'essence du rêve et vous aurez trouvé tout ce qu'on peut savoir sur la folie. Find out all about dreams and you will have found all about insanity. » Note ajoutée en 1914. 7 Ernest C. Jones, The Relationship Between Dreams and Psychoneurotic Symptoms, American Journal of Insanity, Juillet 1911, numéro 68, p. 57. 89. Alors, je serai amené à vous faire 4 schémas de cet appareil psychique de Freud. Le premier se rapportant à ce qui est ébauché au niveau de sa première psychologie générale restée non publiée, inédite. Référence à lui-même, pleine d'aperçus fécondes. Le deuxième, au niveau de ce qui est l'apport de la science des rêves, c'est-à-dire la théorie de l'appareil psychique. Qu'il donne pour expliquer le rêve. Remarquez-le bien, après qu'il avait donné tous les éléments de l'interprétation du rêve, il lui reste à situer le rêve comme fonction psychique. C'est une deuxième étape dans sa science des rêves. Le troisième, au niveau de l'apparition de la théorie de la libido, beaucoup plus tardive. On ne s'imagine pas à quel point elle n'est même pas contemporaine des essais sur la sexualité mais corrélative de l'avènement de la fonction du narcissisme. C'était ce que j'avais réservé à Perrier pour aujourd'hui, il le fera la prochaine fois. Ou la suivante. Et puis enfin, quatrième, au-delà du principe du plaisir. Dans ces 4 schémas, vous verrez de quoi il s'agit, toujours de donner un schéma du champ analytique, en fin de compte. C'est comme ça que ça se développe. Au début, il appelle ça appareil psychique et vous verrez quel progrès il fait. Vous verrez qu'il y a quelque chose dans la forme de ce schéma qui va toujours être semblable, encore que ça s'adresse à des fonctions complètement différentes. Et de ce progrès je crois que nous pourrons tirer des conclusions fermes sur ce qui est aussi le progrès de la pensée de Freud à l'endroit de ce qu'on peut appeler l'être humain. Car en fin de compte c'est de cela qu'il s'agit au fond. Des revendications sur le plan théorique que vous pouvez tous avoir. 90. Il y a tout de même cette idée que c'est un objet que vous avez en face de vous, quelque chose d'individuel, sinon d'unique. Que tout cela est là concentré autour de cette forme que vous avez devant vous. Que l'unité d'objet en psychanalyse, sinon en psychologie, est justement cet aspect individuel. Ce quelque chose qui est projeté, dont vous pensez pouvoir connaître à la fois les lois et les limites. Dans Elle, Appel, de Lefebvre-Pontaly, hier soir, il y a ça qui est au fond de ce que tout vous croyez qu'on est toujours. Dans le domaine d'une psychologie, au sens où la psyché serait une espèce de propriété ou de double de ce quelque chose. Que vous voyez ? C'est très singulier que vous ne voyiez pas que tout progrès scientifique dans le champ de ces rapports avec l'homme peut vraisemblablement aller, et qu'il est encore beaucoup plus adéquat, dans le sens que je vais vous dire. Maintenant, c'est toujours de faire évanouir l'objet comme tel. Dans la physique, plus vous allez, moins vous saisissez, moins prend d'importance, pour tout dire, tout passe. Au 36e arrière-plan, ce quelque chose qui est sensible. Ce verre, ça n'intéresse absolument pas le physicien. Cela l'intéresse au niveau d'échange d'énergie, d'atomes, de molécules, c'est-à-dire de quelque chose que ne réalise cette apparence que d'une façon absolument transitoire, contingente et qui du point de vue de la physique n'a aucune espèce d'importance. Dites-vous bien que c'est la même chose, seulement, ça ne veut pas dire pour autant que l'être humain pour nous s'évanouisse. Mais justement vous devez savoir, en tant que philosophe, que l'être et l'objet ce n'est absolument pas du tout la même chose. Or s'il y a justement quelque chose, une expérience qui nous montre en perspective la direction où peut se situer cet être
que bien entendu, du point de vue scientifique, nous ne pouvons pas saisir, qui n'est pas de l'ordre scientifique. C'est quand même une expérience qui en désigne, si on peut dire, le point de fuite, le sens dans lequel il se rencontre. Et qui souligne que l'homme n'est pas du tout un objet mais un être en train de se réaliser, quelque chose autrement métaphysique. Cela ne veut pas dire que ce soit non plus là notre objet en tant qu'objet de science, mais notre objet n'est certainement pas l'individu qui apparemment l'incarne. Je fais par exemple allusion à ceci que Freud désigne, qu'il y a toujours dans un rêve un point absolument insaisissable. Et, écrit-il, du domaine de l'inconnu, il appelle cela l'ombilic du rêve. On ne souligne pas ces choses dans son texte. Parce qu'on trouve que c'est probablement de la poésie. Mais non. Cela veut dire qu'il y a un point quelque part qui, lui, n'est pas accessible, n'a rien de saisissable dans le phénomène, qui est le point de surgissement de ce rapport au symbolique. Qu'il y a dans cet objet particulier qui est notre partenaire dans l'analyse. Oui. Nous avons là la référence de ce point de Freud que j'appelle l'être, ce dernier mot qui dans la position scientifique ne nous est absolument pas accessible. Mais l'important est que dans les phénomènes nous en voyions la direction déjà indiquée. Donc, ce qui est toujours important pour nous, c'est de voir en quelque sorte à quel point nous devons, dans le rapport à ce que nous appelons notre partenaire, nous situer. Or, s'il y a aussi quelque chose qui est bien mis en évidence, comme je pense que vous commencez à l'entrevoir, c'est qu'il y a deux dimensions différentes, encore qu'elles s'accolant sans cesse. Dans un phénomène unique, celui du rapport interhumain, deux dimensions différentes dans lesquelles nous avons à nous situer. L'une est celle de l'imaginaire, l'autre celle du symbolique. Elles s'entrecroisent en quelque sorte, et il faut toujours que nous sachions, nous, quelle fonction nous occupons là-dedans. C'est-à-dire dans quelle dimension, dans quelle direction nous nous opposons au sujet, soit d'une façon qui justement réalise à proprement parler une opposition, soit dans celle qui réalise une médiation. Ceci, naturellement, est sommaire. On peut le faire, en quelque sorte distinguer et si on croit que les deux se recouvrent. Parce qu'ils se confondent dans le phénomène, on se trompe. C'est-à-dire qu'on arrive à cette espèce de communication magique, de plan d'analogie universelle, sur lequel beaucoup théorisent leur expérience, qui peut être dans le particulier. Et le concret, souvent, est très féconde, très riche, très communicatif, mais qui est à partir de là non seulement absolument inélaborable, mais sujet effectivement à toutes les erreurs de technique. Vous verrez cela peut être imagé d'une façon plus précise dans le quatrième schéma, dont je vous parle, qui répondra à la dernière étape de la pensée de Freud, l'au-delà du principe du plaisir. 91. Jean-Paul Valabrega. Je reprends le texte des Drefts à peu près au point où Anzieu l'a l'autre jour laissé. Il s'agit d'étudier les processus primaires dans le système, dans le sommeil et dans le rêve. Mais il faut d'abord résumer, je pense, ce que Freud dit des processus primaires et secondaires dans le système, c'est-à-dire que je vais revenir sur ce texte, page 386 et suivante. Freud dit qu'il y a deux situations dans lesquelles le moi éprouve un déplaisir et se trouve exposé à un traumatisme. Il n'emploie pas le mot « traumatisme » d'ailleurs, mais le mot damage, dans la traduction anglaise tout au moins. Je l'ai appelé traumatisme quand même parce que dans le passage suivant, un peu plus loin, il parle de biologique, il parle de biological damage. Donc il y a deux situations dans lesquelles le moi peut être exposé à un traumatisme. Dans la première, l'état de désir ne peut être suivi de satisfaction, parce que l'objet n'est pas réellement présent. Il est seulement imaginé. À un stade précoce, nous dit-il, le système est incapable de faire cette distinction. Et par suite il faudra chercher ailleurs, c'est-à-dire ailleurs que dans le système, un critère distinctif permettant de séparer la perception de l'idée. Deuxième situation, le système a besoin d'une indication, non plus pour la satisfaction, mais pour éviter un déplaisir et il le fait ainsi qu'Anzieu l'a dit l'autre jour, au moyen d'un investissement latéral.
si le système est capable d'effectuer cette inhibition, l'évitement du déplaisir et la défense sont possibles. Dans le cas contraire, il y a une sorte de débordement, un déplaisir intense, immense, et une défense primaire. Dans ces deux situations, satisfaction impossible et évitement du déplaisir, on voit quand même le plaisir, dans la première. Et le déplaisir, dans la seconde, s'annoncer. Dans ces deux cas, il peut y avoir un traumatisme. Et ici Freud emploie le mot de biological damage. Il faut donc, dans ces deux cas, être capable de distinguer, avoir une indication qui permette de distinguer entre la perception et le souvenir ou l'idée, ou encore pourrait-on dire, quoique ce ne soit pas dans le texte, entre la réalité et l'image. Je n'emploierai pas les mots réel et imaginaire ici, parce qu'il faut bien voir que la perception n'est pas la réalité. C'est une indication de la réalité, il vaut mieux rester fidèle aux mots employés par Freud, réalité et image. Ce critère distinctif qu'il faut trouver, on peut indiquer que Freud va le trouver dans deux éléments essentiels. D'une part l'information. D'autre part l'inhibition. C'est ce qu'il va falloir expliquer maintenant. Lacan. Si vous craignez d'anticiper en parlant de réalité, vous anticipez encore bien plus en parlant d'information. Quoi que ce soit dans le sujet. Mais alors, n'ayez pas de scrupules. Jean-Paul Valabrega. C'est « report » que je traduis par information. C'est un rapport au sens où Freud l'emploie, pas un rapport de connexion, mais d'information. Lacan. Vous avez raison. Mais justement la notion d'information n'est pas du tout encore élaborée, ni dans l'esprit de Freud. Jean-Paul Valabrega. Elle est dans le contexte de « report » qu'il emploie toujours. Donc nous cherchons ceci. Freud va le trouver plus tard. Dans l'information d'une part, et l'inhibition d'autre part. Je citerai le passage en italique, avec le mot report, parce qu'il est net. Il va donc citer ces deux critères est de lui aussi. Il va falloir faire un retour au système. 92. Lacan. J'ai fait ce petit schéma au tableau pour bien que vous suiviez les choses. Voilà, en somme, ce qu'il appelle le système, c'est ce qui correspond à l'arc réflexe, car c'est de là qu'il part, du schéma. De l'arc réflexe qui a donné tellement d'espoir dans la construction de l'être vivant, dans les relations avec un environnement. L'arc réflexe sous sa forme la plus simple. Ces deux traits ne signifient pas une limite, mais une coupure dans le schéma, à la fois distant de tout ce que vous allez voir. Dans le milieu, et quand même rapprochable, en ce sens qu'il se peut que cela aille directement de cette plaque-là à cette plaque-là. Et ici vous avez la réponse, c'est le court-circuit du réflexe, sur lequel on donne le premier schéma fondamental de la propriété du système de relation d'un être vivant. Il reçoit quelque chose? Est-ce une information? Sûrement pas. Et pourtant il répond quelque chose à cette excitation. N'oubliez pas que cette réponse implique toujours dans ses arrière-plans quelque chose d'adapté. N'oubliez pas non plus que le schéma d'arc réflexe est sorti des premières expériences sur la grenouille, par exemple, en même temps que l'électricité, qui, vous le verrez, nous apprendra tellement de choses, pas du tout par elle-même, mais comme modèle. L'électricité commençait à faire son apparition dans le monde. La grenouille réagit à une stimulation, et il n'y avait pas que la stimulation électrique, on lui met une goutte d'acide sur la patte, elle se gratte cette patte avec l'autre. Ceci est considéré comme une réponse. Et vous y voyez l'ubiquité. Il y a deux choses, il y a le couple, afférent et efférent, et quelque chose d'impliqué dans le fait que ça doit tout de même servir à quelque chose, si l'être vivant est un être adapté. Alors tout consiste à retirer les implications qu'il y a dans le terme réponse, et essayer de neutraliser autant que possible ce circuit. Ceci est repris par Freud au départ de sa construction et il semble y mettre déjà la notion d'un équilibre. Autrement dit d'un principe d'inertie. Mais vous allez voir que ceci n'est pas du tout légitime.
Il n'y a du point de vue énergétique aucun rapport entre quelque chose que nous pouvons appeler stimulus, ou que lui appelle déjà information, mais à mon avis d'une façon prématurée, appelons cela l'input, mis dedans. Et disons que quand on part de là on part d'une espèce d'état préscientifique de l'abord du problème, c'est-à-dire justement avant que soit introduite comme telle la notion énergétique. Je vous l'ai dit, cela date de bien avant la statue de Condillac. Du point de vue de l'évolution des idées, il n'y a pas de considération d'énergie, c'est une espèce de départ. De schéma de base, où nous avons à trouver l'élément énergétique, c'est justement tout à fait ailleurs. C'est ce que met en évidence la construction de Freud. Il faut qu'il mette que c'est efficace dans l'autre système. Il faut qu'il l'interpose dans le circuit, à savoir dans le système. Alors là intervient non seulement un apport d'énergie, mais c'est même uniquement là qu'il commence à entrer en ligne de compte, que ce système y a affaire avec les indications internes, c'est-à-dire les besoins. Et les besoins, qu'est-ce que c'est? Cela se rapporte effectivement à l'organisme. C'est-à-dire que là nous pouvons avoir la notion même du besoin, du need, distinguée de la notion de désir. Hier soir, Lang déplorait qu'elle soit toujours confondue avec celle de besoin. Ce n'est pas la même chose du tout. Le need exprime ce en quoi ce système, qui est un système particulier dans l'organisme, va entrer en jeu dans l'homéostase totale de l'organisme, c'est-à-dire dans ce quelque chose qui en effet fait intervenir une notion de constance énergétique. En d'autres termes, la notion énergétique, en tant que déjà elle apparaît dans l'œuvre de Freud, apparaît dans le sens transversal. Ici, elle domine tout ce qui va se passer en tant qu'il ressent quelque chose de l'intérieur de l'organisme. Et en tant qu'il va produire quelque chose qui va avoir un certain rapport avec ses besoins, c'est-à-dire que de là il pourra en effet considérer qu'il y ait une équivalence énergétique. Mais dans ce sens-là, il nous reste quelque chose qui devient complètement énigmatique, car nous ne savons absolument pas ce que peut signifier par rapport à la notion énergétique, l'équivalence d'une certaine pression interne liée à l'équilibre de l'organisme et son issue. Là, nous ne voyons pas du tout en quoi ceci, ni même est nécessaire, ni même à quoi ça sert. 93. C'est un X qui se caractérise justement en ceci qu'après avoir servi de première approximation, de point de départ de la pensée, quand il s'agit de comprendre, est en fait tout à fait abandonné après, parce que, vous allez le voir, ça ne paraît plus que quelque chose qui est tout à fait inutilisable. C'est même ce qu'il peut y avoir là-dedans d'input, c'est-à-dire de choses amenées du monde extérieur, non seulement. Il ne peut pas s'en contenter, mais il faut qu'il improvise, qu'il introduise cet appareil supplémentaire, qui est l'appareil dont on vous a déjà dit la dernière fois que c'est un jeu d'écriture, c'est très probablement du système de la perception qu'il s'agit. Après avoir fait de si belles constructions pour expliquer le système de relations, à partir de notions énergétiques, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut qu'on mette quelque chose dedans, je vous ai dit à quoi se résumait cette première approximation. Pour qu'on puisse tirer un lapin d'un chapeau, il faut d'abord l'y mettre, il ne s'agit pas d'autre chose impliquée dans le couple. Stimulus-réponse, il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose ressorte. À partir de là, nous allons tout construire. Après un si beau départ, il est curieux que Freud arrive à nous situer le système de la perception, ne l'appelons pas trop prématurément, conscience, vous verrez que dans la suite il le confondra avec le système de la conscience. Il faut qu'il l'introduise en hypothèse supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait non seulement des stimulations du monde extérieur, mais un monde intérieur qu'il reflète, plus exactement, un appareil intérieur qui reflète en quelque façon non seulement les incitations du monde extérieur, mais sa structure, si vous voulez. Il n'est pas gestaltiste, on ne peut pas lui attribuer tous les mérites, mais les besoins qui ont amené à la construction gestaltiste il est bien forcé de les ressentir. En effet, pour que cet être vivant ne périsse pas à tous les coups, il faut qu'il ait quelque reflet adéquat du monde extérieur.
C'est vous dire à la fois les exigences impliquées par ce schéma, les exigences théoriques qui répondent toutes sur ce qui a été plus tard isolé dans le terme d'homéostase et qui est déjà présent dans le schéma de Freud. Par la notion d'un équilibre à conserver, d'une zone tampon. Car en fin de compte ceci sert toujours à maintenir toutes les excitations, les stimulations au même niveau. Cela sert tout autant, par conséquent, à ne pas enregistrer que mal enregistrer. Il faut que ça enregistre, mais d'une façon filtrée. C'est un filtre, ou un tampon. La notion d'homéostase est là et implique, du même coup, à l'entrée et à la sortie, quelque chose qui s'appelle une énergie. Seulement, ce schéma se révèle insuffisant, très précisément pour autant que c'est le schéma d'un système nerveux. Quelque chose qui est fait pour être dans l'ordre du filtrage, d'une façon telle que sa fonction, son utilité, c'est celle d'un filtrage organisé, d'un filtrage progressif, qui comporte des frigeuses, et que rien dans ce schéma ne permet de penser que les frigeuses iront jamais dans un sens utilisable, fonctionnellement, à moins que vous ne rapportiez ce qui est vraiment, pour une première tentative, un échec lamentable. Perpétuellement, ces frigeuses constituent, et par la somme de tous les événements, incidents survenus dans le développement de l'individu, à un modèle, à un terme de comparaison qui nous donne la mesure de la structure du réel. C'est-à-dire, comme disait très bien tout à l'heure M. Valabrega tout en se retenant de le dire, que si on ne peut pas du tout dire que ce soit l'imaginaire, vous comprenez tous pourquoi, l'imaginaire doit en effet être là, mais il n'est absolument pas indiqué, l'imaginaire comporte une certaine intervention des gestaltènes, de quelque chose qui déjà prédispose le sujet vivant à un certain rapport avec une forme typique, avec ce quelque chose qui lui répond spécialement, mais dans un couplage biologique, avec une image de sa propre espèce ou une image de ce qui peut lui être fondamentalement utile biologiquement. Dans un environnement déterminé, il n'y a pas trace de ça, il y a simplement zone d'expérience et zone de frige. C'est une première conception de la mémoire comme suite de séries, d'engrammes, autrement dit une somme de séries de frigeuses qui s'établissent. Ceci s'avère tout à fait insuffisant pour autant que justement nous introduisons la notion d'image. C'est-à-dire que quand une série de frigeuses, conçue comme faisant surgir une certaine image, est réactivée par une nouvelle excitation, cette image, dira Théon dans ce premier schéma, tendra à se reproduire. Autrement dit, la base, le fondement, le principe du fonctionnement de l'appareil est toujours l'hallucination. C'est en effet ce à quoi on aboutit, si on pense que ce dont il s'agit ici c'est une plaque sensible à provoquer des images, qui seraient en quelque sorte purement et simplement apportées par la suite des expériences. Si l'image est simplement là, c'est que l'enregistrement des expériences apportées. Si cette image est supposée chaque fois que des incitations, pressions, besoins, apports, stimulations énergétiques, seront renouvelées. Si elle se reproduit, il est bien clair qu'en effet le processus qu'il appellera plus tard primaire, il l'appelle déjà à ce niveau-là, quoique je n'en suis pas sûr, ce qui tendra à se reproduire en présence de toute incitation, c'est toujours plus ou moins une hallucination. Et alors le problème est tout de suite porté sur le rapport de cette hallucination avec la réalité, c'est-à-dire qu'il faut supposer qu'il y a un autre mode d'information comme disait M. Valabrega, c'est-à-dire que nous sommes amenés à restaurer le système de la conscience sous la forme d'un système d'une autonomie paradoxale par rapport au point de vue énergétique reçu comme dominant. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons quelque chose qui consomme le moins d'énergie possible. 94. Car on ne voit pas comment une structure correcte du monde peut s'établir d'une façon qui permette de corriger ce qui se passe par la suite de l'enchaînement des expériences étant conçues comme ayant des effets hallucinatoires, il faut que nous ayons toujours une instance, un appareil correcteur, test de la réalité. Ce test de la réalité ne peut être fait que dans une comparaison, dans cette étape de la théorie de Freud, avec quelque chose qui est reçu dans l'expérience et conservé dans la mémoire de l'appareil psychique. Et ce quelque chose, il est forcé,
pour avoir voulu à l'origine éliminer complètement le système de la conscience, de rétablir la conscience dans une sorte d'autonomie renforcée. Voilà à quoi ça aboutit. Je ne suis pas en train de faire une critique, ni de dire que c'est légitime ou illégitime. Vous allez simplement voir où ça le mène. Est-ce que vous suivez bien? Alors, par quel détour va-t-il passer, pour concevoir ce système, si on peut dire, cette comparaison de référence entre ce qui est donné par l'expérience dans le système, comme système tampon, le système d'homéostase, de modération des incitations et l'enregistrement de ces incitations, à quoi est-il amené, comme hypothèse supplémentaire? Car c'est aux hypothèses supplémentaires que nous mesurons les difficultés auxquelles il fait face et la valabilité de la solution. Quelles sont les hypothèses corrélatives l'une de l'autre qu'il est amené à faire? Elles se groupent sous les deux chefs que vous venez de dire, inhibition d'une part et information d'autre part. Quels vont être les caractères de cette information? Quelle est cette information? Jean-Paul Valabrega. Le problème central est en effet, comme Lacan vient de le dire, l'indication de réalité. Eh bien, Freud dit que cette indication de réalité est fournie par les neurones perceptifs dans la perception externe. En effet, une excitation qualitative se produit dans le système, ou système W. Mais cette excitation ne peut pas atteindre le système. Par conséquent, Monsieur Lacan l'a annoncé, cette excitation qualitative qui se produit dans le système ne peut être d'aucune utilité. Lacan, ce n'est pas qu'elle ne peut, elle ne doit être. Jean-Paul Valabrega. Il dit, ne peut être, il le constate comme un fait. Selon toute probabilité, ce sont les neurones perceptifs qui fournissent cette indication de réalité. Dans tous les cas de perception extérieure, une excitation qualitative se produit dans le système W. Mais celle-ci en tant que telle n'est d'aucune utilité pour le système. En somme, l'excitation qualitative qui provient du système ne peut pas se transmettre. C'est le problème de la transmission de l'indication de réalité et on va voir comment ça va s'agencer, en trois processus différents. Puisque cette excitation qualitative ne peut pas se transmettre au système, il faut admettre que l'excitation perceptive est suivie d'une décharge de perception et cette décharge de perception est le stade intermédiaire seulement. Car ce n'est pas la décharge de perception non plus qui va atteindre le système mais c'est un report de cette décharge. C'est pourquoi j'ai employé le mot information. Ce n'est pas l'excitation-perception, ni non plus la décharge perceptive consécutive à l'excitation qui atteint le système, mais une information relative à cette décharge, report de cette décharge. Donc, 1. Excitation-perception. 2. Décharge perceptive, tous les faits amènent Freud à la supposer. 3. Information, ou report de cette décharge, transmise au système. Par conséquent, c'est la décharge provenant du système qui constitue l'indication de réalité transmise au système. Qu'en est-il dans le cas de l'hallucination? L'indication transmise est le rapport de la décharge, la même que dans le cas de la perception. Et c'est pourquoi dans le cas de l'hallucination il n'y a pas de critère distinctif entre la perception et l'idée ou le souvenir. Mais par contre si l'inhibition intervient, ce qui est possible lorsque l'ego est investi, il y a diminution quantitative de l'investissement de désir. Il y a indication de qualité ou de réalité. À ce moment seulement le critère distinctif est valable. Finalement, c'est donc l'inhibition qui provient du moi, ajoute Freud, puisqu'on a vu que cette inhibition n'était possible qu'après un investissement de l'ego, qui est le critère distinctif entre perception et souvenir. 95. Enfin, il faut ajouter, avant de faire ce résumé dans lequel on va pouvoir le suivre, que dans la deuxième situation, évitement du déplaisir, le processus va servir de signal biologique dont la fonction est de protéger le système. En produisant l'attention, qui est un processus. Je développe un peu ce qui est dit là brièvement à la fin du résumé. Que va faire Freud avant de passer à d'autres considérations?
En vue de cette fonction protectrice, le système trouve son attention attirée, et le processus sert alors de protection. Sur quoi l'attention du système est-elle attirée? Sur la présence ou l'absence de perception. Si bien que le critère distinctif dans ce cas-là peut jouer. Je ne sais pas si c'est assez clair. Lacan. Il peut y avoir un déséquilibre dans ce que vous exposez, qui vient de ceci. Je vous ai dit, tout à l'heure que la notion énergétique jouait au niveau du système, c'est-à-dire dans notre schéma transversal. Car Freud fait intervenir là la notion de quantité. On ne peut pas rapprocher ce terme de quantité calorique, qui est employé déjà primitivement dans l'histoire de la thermodynamique. Dans ce sens-là viennent tous les investissements d'énergie au sens où ils sont importants, considérables. Ils sont liés à l'existence même, à la subsistance même, du vivant, ce sont des besoins. Ceci est apporté comme déterminant toutes ces initiatives. Et cela fournit l'énergie véritable de sa recherche, son action. Ici, nous avons la notion de ces déplacements d'énergie. D'un ordre important, d'un ordre également quantitatif. Car les deux choses se confondent dans la théorie de Freud. Ce qui lui importe en effet, c'est ce qui pose le problème, comment le qualitatif. C'est-à-dire cette sorte de zone de perception du monde extérieur, dont la plupart n'ont pas de signification biologique, ne meuvent directement aucun besoin, ne répondent à rien des besoins de l'être vivant. Considérés comme source de ce Q, quantité neuronique. Comment ceci peut entrer en jeu? Il le fait par une astuce, qui est peut-être ce que vous avez laissé de côté, qui est ceci. Le système, par rapport au monde extérieur, est fait d'organes différenciés, de façon telle que ce ne soient pas les énergies massives qui lui viennent du monde extérieur qu'il enregistre. On peut concevoir en effet des énergies massives, changements de température, ou pression considérables, portés jusqu'à des limites qui mettent sérieusement en cause la subsistance persistante de l'être vivant. L'être vivant n'a guère autre chose à faire dans ces cas-là que de s'en tirer par la fuite, s'il n'est pas capable de tamponner. Mais c'est tout à fait en dehors de ce qui est intéressant. Il s'agit de ces fonctions de relation de la psyché, en rapport avec les déterminations fines du monde extérieur. Ces appareils spécialisés sont faits de telle sorte que l'énergie en jeu dans un phénomène du monde extérieur. Prenons un exemple, l'énergie solaire ne retiendra qu'une période du phénomène. Par exemple la période de ce qui nous vient du Soleil, en tant qu'énergie lumineuse. Il choisira dans le rayonnement solaire l'énergie lumineuse, un certain niveau de fréquence, et parmi celles-là se mettra en accord non pas même avec la zone d'énergie qu'il y a dans l'énergie lumineuse en tant que telle, car qu'est-ce que nous serions comme transformateurs et cellules photoélectriques, mais la période. Il est donc amené à identifier la qualité comme telle, dans un appareil spécialisé, ce qui implique donc l'effacement presque complet de toute espèce d'apport d'énergie. Si vous voulez, ce qui veut dire qu'un œil, quand il reçoit la lumière, est quelque chose qui retient beaucoup moins d'énergie qu'une feuille verte, car avec cette même lumière, elle fait toutes sortes de choses, transformations chlorophylliennes. C'est ce sur quoi Freud met l'accent. En d'autres termes, ce dont il va s'agir, et qui justifie bien entendu que vous avez la notion perceptuelle, chose reçue, sensation. Et perceptuelle excitation, et décharge perceptive, mais vous sentez bien que la notion de décharge seulement perceptive. C'est-à-dire au niveau de cet appareil lui-même elle a un simple besoin de symétrie. Il faut bien qu'il admette que là aussi il y a une certaine constance d'énergie, à savoir que ce qui est amené doit en effet quelque part se retrouver. Mais ce sur quoi l'accent est mis, est qu'entre cette excitation et cette décharge, il y a le minimum d'énergie déplacée. Et pourquoi? Justement de par sa propriété même, ce système doit être aussi indépendant que possible de ce qui est à proprement parler déplacement d'énergie. Il faut qu'il en détache, qu'il en distingue la qualité pure, à savoir le monde extérieur pris comme simple reflet. Vous y êtes?
La preuve est que pour qu'il puisse y avoir comparaison entre ce qui se passe au niveau intérieur, c'est-à-dire là où l'image n'a que des dépendances mémorielles, où elle est essentiellement et par nature hallucinatoire, il faut que le moi, conçu comme accentuant au deuxième degré la fonction de régulation de ce tampon, inhibe au maximum les passages d'énergie. Dans ce système, pour qu'il se mette autant que possible à un niveau aussi bas que possible, où il puisse y avoir comparaison. Balance possible, échelle commune, entre ce qui se passe à ce niveau-là et à ce niveau. 96. À cette seule condition que ce qui vient comme incitation, ou report, mais vous sentez bien que ce report implique une hypothèse supplémentaire, soit filtré, que ce système, qui est supposé avoir filtré considérablement le monde extérieur, soit de nouveau encore filtré pour pouvoir être comparé aux excitations spéciales qui surgissent en fonction d'un besoin. L'image d'un bon repas quand on a faim. C'est une question de savoir à quel niveau est la pression du besoin, pour savoir s'il s'imposera contre toute évidence et se maintiendra fort longtemps, puisqu'il n'y aura rien. Ou si la quantité d'énergie déplacée pourra être par le moi tamponné, tamisée à un niveau suffisant pour qu'on puisse s'apercevoir que l'image n'est pas réalisée. C'est en fin de compte à ça que ça revient. En d'autres termes, après cette première élaboration, et simplement dans la mesure où Freud pensait que, connaissant déjà le réflexe, on arriverait peu à peu de là à en déduire et en construire toute l'échelle, perception, mémoire, pensée, idée, position traditionnelle. Freud va faire un schéma satisfaisant. Et voilà ce qu'il est amené à construire. Finalement, une conscience-perception entifiée dans un système, ce qui n'est pas pour autant complètement absurde, parce qu'en fin de compte c'est vrai qu'il existe ce système différencié, nous en avons la notion, nous pouvons même à peu près le situer. Ce n'est pas exactement les organes des sens, le cortex cérébral, ou du moins les parties du cortex qui jouent ce rôle. Il est amené à distinguer dans l'appareil psychique deux zones, une zone d'imagination, de mémoire, ou mieux encore d'hallucination mémorielle, en relation avec un système perceptuel spécialisé comme tel. On ne peut là rien voir d'autre que la conscience comme reflet de la réalité. Jean-Paul Valabrega. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais ça n'apparaît que beaucoup plus tard, pas dans le texte de 1895. En somme, il se base un peu, comme il n'a pas encore une idée bien claire de la notion d'appareil psychique, qu'il donnera plus tard avec le système perception-conscience. Ici, il y a des éléments, mais ça n'apparaîtra que plus tard. Lacan, les éléments, c'est Jean-Paul Valabrega, ce n'est pas conçu comme ce qu'il appelle plus tard les appareils psychiques. Lacan. Je crois, au contraire, que les appareils en tant que tels sont déjà là. Pourquoi les appeler, s'ils ne les distinguent pas comme appareils? Jean-Paul Valabrega. Dans la suite, il va distinguer deux éléments fondamentaux dans le système lui-même. C'est ce qui va donner l'appareil psychique. Lacan. Mais ce que je veux vous montrer la prochaine fois, c'est justement que le terme d'appareil psychique est tout à fait insuffisant pour désigner ce qu'il y a dans la tronc de Tung, car vous verrez que la dimension qu'introduit la tronc de Tung n'est absolument pas isolée, c'est la dimension temporelle qui commence à émerger. Une autre dimension encore qui en est tout à fait corrélative est déjà l'information, en réalité individualisée non pas quand il a employé le terme de report, c'est nous qui en déduisons la nécessité qu'il y ait un report. Continuez, monsieur Valabrega. L'inhibition est le fait que le moi doit apaiser, à un certain niveau, les quantités neuroniques pour qu'elles soient utilisables. Jean-Paul Valabrega. Il s'agit de l'ego et des indications de réalité. Il y a trois cas à distinguer. 1. Si le moi est dans un état de désir au moment où apparaît l'indication de réalité, il y a décharge de l'énergie dans ce qu'il appelle l'action spécifique. Et ce premier cas correspond simplement à la satisfaction du désir. C'est un premier cas, le moi est dans un état de désir, il apparaît une indication de réalité.
il y a une indication spécifique de réalisation du désir. 2. Avec l'indication de réalité coïncide une augmentation du déplaisir. Le système réagit en produisant une défense par un investissement latéral. 97. Lacan. Cela veut dire que la quantité d'énergie passant par plusieurs filtres neuroniques arrive en moins grande intensité. Au niveau des synapses, c'est le schéma électrique. Si vous faites passer un courant par 3 ou 4 fils au lieu d'un seul, vous aurez besoin sur chacun des fils de résistance moindre, proportionnellement au nombre des fils. C'est-à-dire que les synapses peuvent l'arrêter plus facilement. Jean-Paul Valabrega. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une défense normale contre l'augmentation du déplaisir. 3. Enfin, si ni l'un ni l'autre des cas précédents ne se produit, l'investissement peut se développer sans être entravé. Selon la tendance dominante. Voilà les 3 cas de l'inhibition. Ensuite il va passer, il en parle dans ce passage, à la définition des processus primaires et secondaires, à la suite de ses remarques. Par processus primaire, il faut entendre l'investissement de désir porté du point hallucinatoire, de la représentation hallucinatoire. Et par processus secondaire, il faut entendre une modération de ce processus primaire. La condition de cette modération est une utilisation correcte de l'indication de réalité. Il faut donc, pour que ça se réalise, qu'intervienne l'inhibition qui est produite par le moi. À la fin, il revient au processus primaire. Dans le sommeil et le rêve. Avant d'y arriver, il tire 2 conséquences importantes des processus secondaires. Des 2 caractères qui viennent d'être définis, modération et inhibition. En premier lieu, le processus secondaire va apparaître comme une répétition atténuée du processus primaire. C'est le cas du souvenir. Et, deuxième conséquence, l'inhibition ou investissement latéral va lier une certaine quantité d'énergie et cette énergie se rencontre en d'autres processus, qui sont le jugement et l'attention. Les souvenirs justement, attention, sont des processus secondaires de reproduction, le processus primaire étant l'association. Et la reproduction est rendue possible par la persistance des traces de pensée et aussi des traces de réalité. Lacan. Ce qui veut dire quoi? Jugement, pensée, sont les décharges énergétiques en tant qu'inhibées. C'est la construction qui restera toujours la sienne quand il dira que la pensée est un acte maintenu au niveau du minimum d'investissement. C'est un acte en quelque sorte simulé, à l'intérieur de ce circuit qu'il parcourt habituellement. Et la réalité est toujours ce qu'il faut bien qu'il admette, à savoir ce reflet du monde, qui évidemment doit pour nous à la fois être admis, car nous avons des notions expérimentales qui indiquent qu'il faut bien que nous en passions par l'idée de cette perception neutre. Je dis neutre au point de vue des investissements, c'est-à-dire ayant des investissements minima. N'oubliez pas ceci que révèle la psychologie animale. Si la psychologie animale fait des progrès, c'est pour autant qu'elle a mis en valeur dans le monde de l'animal, dans son Umwelt, ces lignes de force des configurations qui représentent pour lui les points d'appel préformés de ce qui correspond à ses besoins, c'est-à-dire à ce qu'on appelle aussi son Innerwelt, à savoir une certaine structure liée à la conservation de sa forme. Car à la vérité il ne suffit pas de parler d'homéostase au point de vue énergétique. Il faut voir que les besoins d'un crabe ne sont pas ceux d'un lapin, ceci pour de multiples raisons. C'est ce qui correspond à l'Innerwelt. Et il est clair aussi que le crabe ne s'intéresse pas aux mêmes choses que le lapin. Ceci semble aller de soi. Cela ne va pas du tout de soi, car vous vous apercevrez que vous vous occupiez d'un lapin, d'un crabe, ou d'un oiseau. Et que vous le soumettiez à des expériences, pour explorer le champ de sa perception, vous proposez, par exemple, pour changer de registre, à un rat ou une poule quelque chose qui est éminemment désirable, des grains qui l'alimentent, qui le satisfassent et vous mettez systématiquement en corrélation, grâce au système d'appareil de choix, cet aliment ou objet satisfaisant un besoin, avec une forme triangulaire,
couleur verte ou rouge. Vous vous apercevez à ce moment-là, à propos d'expériences comme celle-là, que c'est fou, si je puis m'exprimer ainsi. Le nombre de choses qu'une poule, voire un crabe, est capable d'apercevoir, soit par des sens ayant une homologie avec les nôtres, la vue par exemple, ou les oreilles, ou aussi bien dans certains cas par des appareils qui ont tout l'aspect d'appareils sensoriels, mais auxquels nous ne pouvons donner aucune correspondance anthropomorphique, dans les cuisses de sauterelles, par exemple, vous vous apercevez en tout cas que c'est extrêmement étendu la zone, le champ sensoriel qui est à la disposition de tel ou tel de ces animaux, par rapport à ce qui intervient d'une façon élective comme structurant son Umwelt. Autrement dit, bien loin que nous ayons simplement la notion de coaptation de l'Innerwelt avec l'Umwelt, de structuration préformée du monde extérieur, en fonction des besoins de l'animal, nous voyons que chaque animal a une zone de conscience. Pour appeler les choses telles que nous les voyons dans cette perspective. Je ne dis pas que l'animal, pour autant qu'il y a réception du monde extérieur dans un système sensoriel chez chaque espèce animale, c'est beaucoup plus étendu que ce que nous pouvons structurer comme réponse d'une façon plus ou moins préformée à ces besoins pivots. 98. Dans un certain sens, cela correspond bien à quelque chose, la notion de cette espèce de couche sensible généralisée. Par ce schéma qui nous explique que l'homme a, en effet, beaucoup plus d'informations sur la réalité qu'il n'en acquiert. Par la simple pulsation de son expérience. Ici, il manque deux choses, les voies que j'appelle préformées chez l'animal, à savoir que l'homme part de rien du tout. Et qu'il faut qu'il apprenne que le bois brûle et qu'il ne faut pas se jeter dans le vide. Ce n'est pas vrai qu'il faille que l'homme apprenne tout cela, mais il est ambigu de savoir ce qu'il sait de naissance. Il est plus probable qu'on le lui apprenne par d'autres voies que Freud ne fait pas intervenir pour l'animal. Il est clair que nous voyons qu'il a déjà un certain repère, une certaine connaissance au sens de Claudel, connaissance de la réalité, qui n'est pas autre chose que ces gestalten, ces images préformées, qu'il faut que nous admettions en même temps comme non seulement une nécessité de la théorie freudienne, mais quelque chose qui a trouvé sa réponse dans la psychologie animale, à savoir qu'il y a un appareil d'enregistrement neutre, quelque chose qui constitue ce reflet du monde. Que nous l'appelions conscient ou pas conscient, disons que Freud l'appelle conscient. Vous avez déjà vu pourquoi chez l'homme ça se présente avec ce relief particulier que nous appelons conscience ? Justement dans la mesure où entre en jeu la fonction imaginaire du moi, c'est-à-dire où l'homme prend vue de ce domaine du reflet, prend vue du point de vue de l'autre. Il est un autre pour lui-même et c'est ce qui vous donne cette illusion que la conscience est quelque chose de transparent à soi-même. Dans la mesure où, en somme, nous n'y sommes pas, mais nous sommes dans la conscience de l'autre pour apercevoir le phénomène du reflet. Mais, tout ceci n'est pas élaboré. Ce qu'il y a aujourd'hui d'ingrat dans ce discours, est de vous montrer de quelle difficulté Freud parle, premier battement d'aile qu'il fait quand il essaie de donner un schéma rationnel de l'appareil psychique. Vous voyez comme tout ceci est à la fois grossier, ambigu, superfétatoire, par certains côtés, car on ne sait absolument plus. Lorsque la réflexion nous introduit à la notion d'équivalence sous sa forme grossière, combien cette formule est bâtarde. Et comment déjà elle est pleine de problèmes, pour autant que Freud y fait intervenir ce quelque chose qui est simplement la notion énergétique qu'il y a un besoin, et que ce besoin pousse l'être humain vers un certain nombre de réactions destinées à le satisfaire. C'est, si vous voulez, cette introduction d'une notion qu'au premier abord on pourrait critiquer comme étant vitaliste, et introduite de force dans un schéma pseudo-mécaniste, qui en réalité est féconde, parce que c'est une notion énergétique. Il y a la notion de quantité d'énergie neuronique qui est au départ. Rien que pour avoir introduit cela, vous allez voir qu'avec la conjonction de cela et de son expérience du rêve, il va y avoir une évolution frappante du schéma. Je m'excuse que nous ayons aujourd'hui insisté si longtemps, que ça puisse vous paraître stérile, archi-archaïque.
Mais il est important de voir ce qui, dans ce schéma, présente ces espèces de questions, d'amorces vers l'avenir. Ce qui force la conception à évoluer, ce n'est pas du tout, comme essaie de nous le faire croire M. Chris, qu'il y a eu une évolution dans la pensée de Freud, passant de la pensée mécaniste à la pensée psychologique. Ce sont des oppositions grossières qui ne veulent rien dire. Freud n'a pas abandonné son schéma, mais il le faisait à la même époque qu'il faisait le schéma plus élaboré qu'il donne. Dans le rêve, sans en marquer ni sentir les différences. Vous verrez combien ces différences sont frappantes et marquent le pas décisif qui nous introduit dans le champ psychanalytique comme tel. Mais ce n'est pas du tout de la conversion de Freud à une espèce de pensée qui serait une pensée organo-physiologique, une sorte de... C'est toujours la même pensée qui se continue. Si on peut dire, sa métaphysique ne change pas. Simplement il élabore et complète le schéma. Il va y faire entrer toute autre chose, qui est justement la notion des informations, vers laquelle nous sommes menés. Je vous ai déjà indiqué au départ que ce que nous sommes se reconstruit d'une façon qui permet à la fois de préciser cette notion des informations, pour autant qu'elle est extrêmement actuelle dans la pensée et de montrer que c'est une façon de résoudre les dernières questions qu'a posées Freud avec, au-delà du principe du plaisir. Pour cela nous avons encore un long chemin à parcourir. Il faut que vous en ayez conscience et ne soyez ici pas seulement pour trouver les choses dont on parle et être satisfait, parce que cela rencontre vos habitudes, mais que vous sachiez en quelque sorte suspendre votre pensée sur des moments qui sont ingrats, intéressants parce que moments d'une pensée créatrice qui a montré par la suite un développement qui porte bien au-delà de ce premier abord de la question.